Je vais en effet vous parler de Beyrouth dans son histoire récente et dans les grandes mutations qu'a connues la ville depuis, disons, la fin du 19e siècle jusqu'à récemment, jusqu'à, oui, sa destruction récente. Donc, en fait, Beyrouth a un passé ancien. Néanmoins, néanmoins au regard de son histoire récente, c'est une ville qui n'avait pas un grand rôle pendant la période de l'Empire ottoman, et ce jusqu'au milieu du 19e siècle. C'était une petite ville comme toutes les petites villes ottomanes, à savoir une petite ville fortifiée, comme le sont, peut-être on peut commencer à passer les images, comme le sont toutes les villes avec un bazar artisanal réparti par métier. Il y avait un sérail, une ville fortifiée, 6 grandes portes, un appareil administratif qui était représenté par le sérail. Donc, une petite ville ottomane sans grande importance, qui avait perdu, qui n'avait plus d'importance depuis l'Empire ottoman, donc depuis le XVIe siècle. Et elle va émerger de nouveau. En fait, elle va connaître une très grande croissance au milieu du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, pourquoi? Parce que déjà, toutes les villes portuaires connaissent une croissance importante au milieu du XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, parce qu'on est dans le grand trafic maritime. Et des villes comme Marseille, comme Casablanca, etc., des villes émergent dans ce cadre-là. Mais plus spécifiquement, Beyrouth va émerger lié à d'autres paramètres également, à savoir qu'on est dans un moment de renversement de paradigme, de renversement de culture politique. Je vais revenir sur tous ces aspects-là. Et Beyrouth s'offre comme pour l'Empire ottoman. On est toujours au 19e siècle, donc qui dit fin du 19e siècle, milieu du 19e siècle. Bien évidemment, on est encore sous l'Empire ottoman, sous un Empire ottoman qui est affaibli, qui est de plus en plus sous l'emprise de l'Occident, et qui cherche à se rénover lui-même, y compris, pour la part qui m'intéresse, vous l'aurez bien compris, je suis architecte urbaniste, à rénover ces villes. Et Beyrouth s'offre comme une opportunité justement, comme une ville maritime capable de porter ce nouveau visage de la modernité que recherchait le pouvoir central ottoman. Alors, voici la ville, comment elle se présente au 19e siècle. Voici ce dont on a parlé. Donc, l'Empire ottoman est en train de moderniser non seulement les villes, mais également les structures. Il est en train d'occidentaliser les structures qui font de l'Empire. Alors, c'est un grand changement. C'est la première mutation, non seulement d'une ville comme Beyrouth, mais de toutes les villes de l'Empire ottoman, qui maintenant vont convoquer d'autres canaux esthétiques et vont s'appuyer sur une nouvelle réglementation qui est occidentalisée. La première ville qui va subir cette occidentalisation est bien évidemment Istanbul. Et Beyrouth suit ce processus. Alors, pourquoi occidentaliser? Pourquoi occidentaliser? C'est parce que l'Empire cherchait de nouvelles formes, il était en perte de vitesse, l'Empire ottoman, et il y avait deux choses, deux grands chapitres, je dirais. Un premier chapitre, c'était les villes occidentales qui
qui semblait être le modèle de la modernité, déjà, depuis le 19e siècle. Et ce, pas seulement pour les Ottomans, mais également, c'est le cas en Égypte. Et pour ne pas aller très loin, ça a été le cas pour une ville comme Berlin, qui va beaucoup s'inspirer des étapes de modernisation de Paris. Je veux dire qu'à un moment donné, Paris, les grands boulevards, Haussmann, etc., fait figure vraiment d'une modernité à venir. Donc, on a l'ambition de réformer, de moderniser les villes, mais le plus important n'est pas cet aspect-là. Le plus important, c'est toute une série de réformes réglementaires connues sous le nom de Tanzimat, qui vont avoir lieu une première fois en 1840 et une deuxième fois en 1876. Et en fait, les Tanzimat sont la modernisation des structures même de l'Empire ottoman, à savoir une réforme foncière où le droit foncier ne s'appuie plus sur le droit traditionnel ottoman, que je ne vais pas développer ici, sinon je serais trop longue. Mais néanmoins, on va introduire la notion de droit occidental, à savoir une séparation entre le droit public et le droit privé. C'est une des premières réformes et ça va impliquer d'autres séries de réformes, notamment en introduisant ce droit, la réforme foncière. Ces réformes-là sont accompagnées d'une série de réglementations qui sont en fait en rupture avec le fondement même des lois antérieures. Donc, c'est une première série de règlements qui occidentalisent quelque part le droit ottoman, en introduisant désormais en réformant les impôts, en introduisant les premières un premier esprit de municipalité. Donc, ça se fait dans un premier temps, c'est les premières réformes. Après, on va voir que pendant le mandat français, les choses vont être un peu plus radicales. Alors, bien évidemment, cette pénétration occidentale liée à l'affaiblissement de l'Empire ottoman, elle se traduit non seulement par des réformes réglementaires, mais également par le biais des concessions, par une série comme c'est indiqué ici, une série de concessions qui vont toucher à des aménagements structurants. Des aménagements structurants comme l'aménagement du port, comme des pavages des rues, etc. Et aussi, et surtout, je dirais, et non pas aussi, la construction d'un chemin de fer qui va relier Beyrouth à Damas. Et également la concession concernant le port. Donc, tout ce qui est infrastructure à la fin de l'Empire ottoman est déjà dominé quelque part par des capitaux occidentaux, notamment des capitaux français. Et si on revient à la ville de Beyrouth, donc, tout ça, c'est un arrière-plan un peu que j'ai rapidement évoqué. Il fallait bien moderniser cette ville. Donc, cette ville qui était une ville qui n'avait pas grande importance dans le cadre des villes ottomanes, pour en faire une ville vitrine de la modernité ottomane, pour en faire une ville moderne, comme on a modernisé à Istanbul, on va moderniser la ville dans son tissu urbain ancien. On va venir créer une grande place, comme à l'image de la modernité urbaine des villes occidentales, et on va détruire le tissu urbain. Donc ça, c'est un point que j'ai eu le plaisir d'avancer il y a quelques années maintenant, que en fait, c'est les Ottomans qui sont les premiers destructeurs du tissu urbain ancien et les premiers acteurs de la modernisation de la ville de Beyrouth, à la fois par cette série de règlements, par les Tanzimat qu'ils introduisent,
en rupture avec tous les règlements antérieurs. Donc, ils introduisent une première grande mutation et à la fois en modernisant la ville, et ce, sous l'emprise de toute la pénétration des capitaux occidentaux concernant les infrastructures. Voilà l'exemple. Donc, vous voyez le tissu urbain tel qu'il était dans une ville classiquement dans la région. Et voilà les premières destructions avec l'ambition donc maintenant d'élargir les rues, de construire une place centrale en forme d'étoile, en forme de rond-point, ça sera la place de l'étoile. Ultérieurement, elle sera appelée ainsi. Donc, cela s'accompagne avec ce qu'on a vu, à savoir la construction d'un tram, etc. Donc, tous des éléments qui fondent cette transformation. En fait, ce qui est introduit à cette période-là, avant l'arrivée du mandat français, c'est de nouveaux canaux esthétiques, une nouvelle réglementation, donc une très grande mutation au regard d'une longue histoire. On est quelque part dans des mécanismes de rupture au regard d'une histoire, au regard de l'histoire de la ville de Beyrouth, à ce niveau-là. Donc là, vous avez le centre-ville qui est en destruction, par des travaux entrepris par l'Empire ottoman qui, comme vous le savez, il y aura, suite à la Première Guerre mondiale, il y aura les accords de Sykes-Picot on va établir, enfin le mandat français va s'établir sur le Levant, et les travaux restent en plan concernant Beyrouth. On détruit le centre. La guerre, en 1915, la guerre arrive, les Ottomans ont perdu, il y a les accords de Sykes-Picot, les Français arrivent, mais le centre de Beyrouth est toujours détruit. On ne va pas reconstruire pendant la guerre, on manque de tout, on manque de choses vitales et on va laisser le centre détruit. Donc, quand les Français arrivent, quand le mandat de la France est établi, on a un centre-ville qui est détruit, on a une ville qui s'inscrit dans un nouveau réseau d'échange mondial, à savoir, on n'est plus dans un réseau interne des villes ottomanes qui était à l'époque Damas, Bagdad, enfin la Mecque, etc. On est dans un nouveau réseau de villes tourné vers les ports. Donc, on va avoir aussi Haïfa en Palestine qui est un peu dans cette même logique de transformation, et Beyrouth qui s'inscrit dans ce nouveau réseau avec maintenant une réglementation qui est fondamentalement transformée. Donc, c'est un peu dans ce panorama général que s'établit le mandat français. Ce qui, si je peux me permettre de le dire de façon familière, ce qui facilite beaucoup la tâche. Parce qu'on n'est plus, comme dans d'autres situations coloniales, confronté à un droit, on est confronté à un droit, je ne vais pas développer ici, mais on est déjà face à un droit qui est occidentalisé. On n'est pas dans les grandes ruptures face à un droit qui aurait été beaucoup plus compliqué à transformer. Pour parler très vite, pour dire les choses rapidement. Mais si vous voulez, je peux revenir sur tous ces aspects-là. Je peux revenir, mais sinon, si je veux réellement développer, il aurait fallu que réellement je puisse mettre en miroir ce qui se passe là au regard au regard de l'Algérie, etc., où il y a vraiment une confrontation au niveau du droit. Là, les Français arrivent, ils ont un centre-ville détruit, ils ont déjà des capitaux investis dans des infrastructures, et bien évidemment, ils portent le projet ottoman dans le sens qu'ils veulent que Beyrouth devienne la ville miroir, en quelque sorte, la vitrine de leur présence et de la présence française au Levant.
Donc, ça va porter, cette ville va devenir capitale, capitale du Grand Liban, et va voir son port s'agrandir. Et fondamentalement commence à se transformer sur plusieurs plans. Commence à se transformer sur plusieurs plans, c'est-à-dire que maintenant, l'idée d'une ville phare, quelque part, va habiter non seulement les décideurs, mais va également habiter dès le début du siècle les habitants de Beyrouth comme étant dans la ville phare, la ville miroir, la ville la plus occidentalisée de la région. Ce qui, quelque part, n'est pas faux, parce qu'on va retrouver à Beyrouth, et là je vous renvoie à l'ouvrage de Samir Assir, qui évoque plusieurs points de cette transformation, y compris sur le plan de la culture, sur le plan du croisement qu'il pouvait y avoir à Beyrouth, à Damas aussi, enfin à Damas aussi, mais notamment à Beyrouth. Et pour reconstruire le centre-ville, ça va être quelque part compliqué. Parce que n'oublions pas que la France est dans une période, on est dans l'entre-deux-guerres. La France n'a pas les moyens financiers d'entreprendre de grands projets, comme ça pouvait être le cas quelques décennies plus tôt. Et on va essentiellement s'appuyer sur cet héritage ottoman pour transformer le centre-ville. C'est-à-dire, on va reprendre l'idée de cette grande place qui va être construite, et on va bien évidemment, sans faire intervenir de grands architectes dans un premier temps, on va s'inspirer d'un savoir-faire quasi présent, enfin, je veux dire, d'un modèle urbain qui est un peu présent ici et ailleurs vraiment dans le monde très dominant à l'époque. Donc on va construire ces rues avec les colonnades, mais c'est vraiment les ingénieurs de l'administration française qui vont le faire. Mais en même temps, la ville se modernise dans ces nouveaux bâtiments. En même temps, on voit là, c'est l'hôtel Saint-Georges, une première photo de l'hôtel Saint-Georges où on va construire, où c'est l'architecte Tabé qui va construire, ancien élève de Perret. On voit là l'avenue des Français, donc avec tous ces nouveaux aménagements. Et pendant le mandat, l'idée de faire venir dans les années 30, au début on n'avait pas trop les moyens, mais à un moment dans les années 30 et 40, on va faire venir 2 urbanistes, un premier urbaniste qui est René d'Angers et un deuxième urbaniste qui est Michel Écochard, architecte urbaniste. Michel Écochard arrivera dans les années 40 et ne quittera plus la région que dans les années presque 70, je dirais. Enfin, il établit son bureau dans les années 60. Et René d'Angers arrive dans les années 30. Il va faire un plan d'aménagement, un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension pour Beyrouth, pour Damas et pour Alep. Donc, ces plans ne seront bien évidemment pas réalisés parce que manque de moyens, manque de décisions, etc. Mais ce qui est plus important que les plans, c'est les idées qui sont véhiculées par ces plans qui, elles, deviennent la norme. C'est-à-dire, avec D'Angers, dans un premier temps, on introduit toute la pensée hygiéniste, avec la réglementation qui va avec, et avec Écochard, dont voici le plan qu'il propose pour le centre-ville, je l'ai trouvé assez expressif, sans rentrer dans les détails. Avec Michel Écochard, c'est toute la pensée du mouvement moderne qui s'introduit. Donc, la modernisation, je vais encore rester un peu sur cette image parce que j'ai d'autres choses à dire. La modernisation in fine de cette période-là, de la période du mandat français, qui porte sur 2 décennies, va voir, la transformation, encore progressivement, mais
mais à la fin du mandat, pardon, on a le droit qui est complètement inspiré du droit français dans tous les aspects. Moi, j'ai essentiellement travaillé sur le droit urbain, de cette progressivité qui se fait depuis la fin de l'Empire ottoman, mais en 2 décennies, on va fondamentalement, enfin à l'indépendance, on a un pays dont fondamentalement le droit est inspiré directement du droit français. On a une population qui se multiplie à Beyrouth. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ça devient un centre névralgique économique. Ça devient un lieu de croisement d'une certaine avant-garde, non seulement libanaise, bien évidemment, mais également arabe, qui va venir, qui commence à trouver des espaces d'épanouissement possibles dans cette ville. Et ces nouveaux canaux esthétiques s'installe définitivement. Donc, l'architecture aussi va commencer à connaître des mutations qui transforment complètement l'habitat tel qu'il était jusqu'à la fin du XXe siècle, voire au début la fin du XIXe siècle, voire le début du XXe siècle. Donc, bien évidemment, le schéma que vous avez là, qui a été proposé par Michel Ecochard pour reconstruire le centre-ville de Beyrouth en 1900. Le projet s'appelle le plan d'urbanisme de Beyrouth de 1943, mais en fait, il commence à être fait en 1940. On est dans des critères de ville tout à fait modernes, y compris modernes pour n'importe quel endroit du monde. C'est une des premières mises en œuvre de toute la pensée moderne en architecture, en urbanisme. Donc, si ce centre-ville avait pu être construit, la ville de Beyrouth aurait été à l'avant-garde de l'architecture moderne. Mais en même temps, elle aurait perdu son centre-ville historique et toutes les transformations à la fois liées à la fin du mandat ottoman et à l'aménagement du cœur de ville qui a été fait, encore une fois, progressivement pendant le mandat français. En fait, si je résume cette période, la grande mutation n'est pas tant, elle est également, mais elle est principalement liée à la fin de l'Empire ottoman. Elle est principalement liée à toutes les mutations qui vont avoir lieu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Pourquoi? Parce qu'on est en rupture avec les modes de production de la ville antérieure. Et c'est dans cette rupture que Beyrouth émerge, si je veux résumer cette période. C'est là que Beyrouth commence à avoir un rôle central, à la fois du point de vue économique à cause de son port, à la fois du point de vue politique, puisqu'elle est capitale et ville miroir à la fois pour les Ottomans, mais là, il n'y aura pas un terrain d'expression, mais pour le mandat français. Et elle commence elle émerge cette idée que c'est un lieu, c'est une ville non seulement capitale, mais également une ville qui va jouer un rôle au niveau régional. L'indépendance, on est en 1943. Ce qui est intéressant, c'est que le droit est réformé, la ville connaît un visage moderne avec de nouveaux bâtiments de plusieurs étages, l'introduction du béton armé, de nouveaux plans, etc., de nouveaux équipements. Néanmoins, c'est pas parce que c'est pas parce qu'en 4-5 décennies, on a décrété une nouvelle réglementation. C'est pas parce qu'en 4-5 décennies, on a décrété une modernité que les habitants s'inscrivent forcément dans ce renouvellement. Donc, ce qu'on va avoir principalement, c'est cet aspect de la modernité, mais des usages,
des modes de faire, des modes d'habiter qui ne sont pas radicalement transformés, d'autant plus que la ville reçoit une population qui vient des montagnes, qui vient d'autres régions et qui va petit à petit, on va avoir une sorte d'hybridation des usages qui vont sans cesse, depuis le début de l'indépendance, essayer de s'ajuster à la réglementation. Y compris dans un foncier, je vais vous donner un exemple très parlant, la banlieue, la fameuse banlieue sud du Liban, c'était des villages agricoles, enfin le sud c'était agricole. Avant les réformes ottomanes, c'était un foncier qui était collégial, c'est-à-dire le droit foncier revenait principalement au sultan, la terre n'était pas, le caractère privé des terres était très rare. Donc, mais dans le système agricole, il y avait une sorte d'échange collégial et de partage de l'eau, etc. Quand on va moderniser le droit, les gens qui cultivent vont continuer à cultiver de la même façon, dans cette même logique. Ceux qui ont compris qu'on était dans des réformes intéressantes vont aller prendre des titres de propriété, ils vont devenir les nouveaux détenteurs de fonciers, mais en même temps, les gens qui cultivaient tout ce qui se passe les dépasse, ils continuent dans leur mode de vie. C'est pour donner un exemple très simple. J'aurais pu aussi donner des exemples au sein même de la ville de Beyrouth. On va retrouver d'autres usages. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a une hybridation in fine, une hybridation entre des modes de faire, des modes de vivre qui sont séculaires, et cette modernisation qui est très rapide en termes de temps. Alors, la ville se transforme complètement. Les premières années d'indépendance, c'est vraiment une parenthèse enchantée dans l'histoire de Beyrouth. Dans l'histoire de Beyrouth qui va concentrer toutes les activités économiques, toutes les activités culturelles, qui va concentrer le tiers de la population libanaise, et qui va connaître un développement fulgurant, y compris dans son aspect physique, y compris dans son architecture. Et on va avoir, cette période va voir arriver des architectes du monde entier qui vont s'exprimer. Là, en l'occurrence, je n'ai pas mis de titre, je m'en excuse, c'est l'hôtel Phénicia à Beyrouth. Je ne vais pas rentrer dans toute cette architecture, mais ça devient une sorte de vitrine de l'architecture moderne de l'époque. Avec le foisonnement d'architectes présents sur place. D'ailleurs, Michel Ecocher va y installer son bureau dans les années 60. C'est intéressant parce que toute cette architecture, in fine, actuellement, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, c'est aussi le patrimoine et l'histoire de Beyrouth. Je veux dire, c'est notre patrimoine actuel, c'est cette modernité-là des années 60. C'est ce qui a constitué quelque part l'identité de la ville. Et avec cette mise en perspective, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi une ville comme Tripoli, c'est différent. Elle avait sa structure, elle avait son centre-ville, c'était une ville importante, comme Tripoli dans le nord du Liban, pas Tripoli en Libye. Elle avait son histoire urbaine. Une ville comme Beyrouth, c'est une histoire urbaine qui va se constituer essentiellement par la modernité. Et cette modernité, bien évidemment, c'est toutes les nouvelles activités, c'est les plages, c'est la vie nocturne, etc., qui vont venir caractériser quelque part également la ville. Arrive la guerre. Arrive la guerre civile. Alors, moi, je préfère être un peu plus rapide dans mon intervention et peut-être revenir et développer certains points sur la guerre civile, et va être en même temps
comment dire, va être en même temps lié à, enfin, il y a des raisons internes au Liban et des raisons bien évidemment qui dépassent le Liban, qui sont de l'ordre d'un équilibre régional. Néanmoins, nous, pour revenir à l'histoire de Beyrouth, la guerre éclate donc principalement à Beyrouth. Et là aussi, on va être dans une grande période de mutation. On va être dans une grande période de mutation parce que le centre-ville est détruit. Il faut savoir que le centre-ville, c'était un endroit qui était emblématique de ce qu'on appelle récemment, depuis 20 ans, dans le langage des urbanistes, un lieu de mixité sociale. Beyrouth avait ses quartiers, bien évidemment, après l'indépendance, elle avait ses quartiers bourgeois, elle avait ses quartiers populaires, comme toute ville. Néanmoins, le centre-ville, c'était un espace multifonctionnel, déjà. On avait les commerces traditionnels répartis par métier, on avait la construction de grands immeubles de bureaux dans une avant-garde de ce qu'était l'architecture des années 50 et 60. Et c'était un croisement aussi, c'était un croisement pour circuler, c'est-à-dire quand on venait du nord, on passait par le centre-ville pour reprendre des transports, des bus pour aller vers le sud, etc. Donc c'était un vrai croisement, un vrai espace multiconfessionnel, multifonctionnel, et qui va être longtemps caractérisé après par le seul endroit, par un endroit qui va devenir emblématique d'un espace où il faisait bon vivre ensemble, qui est la fameuse, le fameux paradigme maintenant que ici on cherche à mettre en œuvre. Donc ce centre-ville va être détruit. Et finalement, c'est très symbolique parce que la destruction du centre-ville, c'est quelque part la destruction de cet espace emblématique et symbolique de la fin d'une période, in fine. Ça, c'est une première conséquence de la guerre, qui est une vraie rupture, un vrai moment de mutation. Dans le même temps, c'est une guerre qui va avoir une expression également confessionnelle. Et on va retrouver une nouvelle géographie confessionnelle, alors que dans le Liban, dans le Beyrouth des années 60, dans l'émergence de ces nouveaux quartiers symboliques de ce Beyrouth-là, on avait des quartiers comme Hamra, etc., qui étaient vraiment des quartiers de mixité confessionnelle, indépendamment du centre-ville. Il va y avoir une sorte une ligne de démarcation qui va séparer l'Est et l'Ouest. Et pour aller très, très vite, on va considérer que l'Est, ça va être le côté chrétien et l'Ouest, ça va être le côté... Mais c'est vraiment très, très rapide. Hein, je m'en excuse parce que d'habitude, je ne le dis pas aussi rapidement. Mais là, comme enfin, voilà. C'est beaucoup plus complexe. La guerre civile au Liban dépasse largement une question simplement d'une guerre confessionnelle. Néanmoins, elle a été réduite à ça. Et pour simplifier, cette ligne de démarcation a marqué quelque part une géographie confessionnelle de part et d'autre. Donc, vous voyez que le centre, qui à côté du port, c'est le centre-ville qui est détruit et on va avoir l'aéroport, le grand croisement là, c'est l'aéroport. Est-ce que j'ai normalement, ça doit... Ah ben voilà. Voilà, là c'est l'aéroport, la ligne verte c'est la ligne de démarcation et là c'est le centre-ville qui connaît énormément de combats parce qu'il est justement le cœur économique de la ville et qui ne va jamais être in fine remporté par une partie plus qu'une autre. Alors, c'est une grande période de mutation aussi parce que qui dit période de guerre dit aussi absence de puissance publique.
Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire de Beyrouth, il pourrait à juste titre me dire oui, mais la puissance publique au Liban n'a jamais été très présente. Et je leur donnerai raison, bien évidemment. Je n'irai pas à l'encontre de cela. Mais en temps de guerre, c'est une autre signification. En temps de guerre, ça veut dire que tous les services urbains ne fonctionnent plus. Ce n'est pas une question de savoir si l'État est là dans un grand projet social, politique, urbain. Ça veut dire que les services sociaux, rien que cela, ramassage des ordures, etc., deviennent une arme de guerre. Comme c'est le cas, je ne fais pas de la géopolitique, mais comme c'est le cas partout, et on détruit les infrastructures, on limite l'accès aux services, et celui qui possède ces armes de guerre possède le pouvoir, prend la partie. Je veux dire, la guerre, ce n'est pas seulement les bombes qui tombent, mais c'est hélas le prix que payent les gens qui sont donc cette guerre civile qu'on appelait avec beaucoup de pudeur au début, les Libanais parlaient d'événements. Cette guerre civile donc, qui dure quand même une quinzaine d'années a pour conséquence l'émergence de nouveaux acteurs, donc de nouveaux acteurs qui localement prennent le pouvoir, qui sont liés aux acteurs de la guerre, et qui vont bien évidemment s'emparer de la question du secteur public en l'absence de puissance publique. La deuxième grande conséquence, c'est un décentrement et non pas une décentralisation, ce qui est très différent. Un décentrement, ça veut dire que de façon quasi informelle, vu que le centre-ville était en guerre, l'économie, la population va bien évidemment aller s'installer de part et d'autre dans d'autres villes, de part et d'autre des deux Beyrouth. Va quitter les lieux de conflit pour aller s'installer dans les villes du nord, dans les villes du sud, dans les villes de la montagne, etc. Donc, en emmenant avec elle aussi une économie. On va voir des villes qui étaient tout à fait secondaires émerger très fortement. Elle va renforcer des villes qui avaient un rôle secondaire, voire un rôle complètement anodin dans la structure urbaine de la ville. On va voir également l'émergence de ce qui va s'appeler communément la banlieue sud, qui est lié aussi non seulement à la guerre, mais aussi à l'exode d'une grande population venant du sud du pays. Qui dit guerre dit forcément développement du secteur informel, parce qu'on va désormais se brancher comme on peut à l'électricité, on va construire forcément sans permis de construire. Et quand je dis secteur informel, c'est pas seulement un secteur c'est pas dans l'idée de bidonville, mais également secteur informel, c'est-à-dire on va se permettre de déroger à une réglementation établie, à savoir construire en bord de mer, par exemple. On va s'approprier des endroits qui jusqu'à présent, étaient plus ou moins réglementés. D'ailleurs, certaines plus, certaines moins, mais on pouvait. Et là, on va s'autoriser de faire des choses qui bien évidemment, n'auraient pas pu avoir lieu autrement. Donc, et aussi parce qu'on a besoin de construire, parce que quand toute cette population qui va aller dans les flancs de montagne, par exemple, on a besoin de la loger, et parce que comme dans toutes ces situations-là, il y a toujours des investisseurs, des gens qui trouvent moyen qui trouvent des opportunités
pour développer leur activité économique. Donc, on va beaucoup construire, on va beaucoup défigurer les flancs de montagne, mais est-ce qu'on avait le choix ou pas, est-ce qu'on pouvait faire autrement ou pas, c'est d'autres questions. Néanmoins, le paysage se transforme. Le paysage, non seulement de la ville de Beyrouth se transforme, mais le paysage se transforme je ne dirais pas dans tout le pays, non, mais dans beaucoup d'endroits. Il se transforme par l'importance de ces villes, par l'importance qu'acquièrent ces villes secondaires. Il se transforme par ce besoin de construire pour loger les populations qui partent de Beyrouth. Et il se transforme également dans la ville elle-même, dont le cœur, dans le centre-ville, est démoli, et pas seulement le centre-ville, parce que la guerre va concerner tous les quartiers de Beyrouth, avec une géographie de combat qui va changer au fur des années et des renversements politiques et des stratégies. Donc, on se retrouve avec des quartiers qui sont inhabités, avec des immeubles qui sont inhabitables, etc., etc. Tout cela fait qu'on est dans un nouveau paysage aussi immatériel, si je peux me permettre. Immatériel parce qu'en détruisant des endroits emblématiques, in fine, c'est la mémoire qu'on détruit. Et là, c'est ce patrimoine, parce que le centre-ville, ils vont le reconstruire, et j'y reviendrai. Néanmoins, quand ce centre-ville-là, qui a été détruit dans l'histoire de la ville, n'a jamais été reconstruit. Donc, quelque part, il ne nous reste plus que cette mémoire immatérielle de cette période-là, qui fut, en quelque sorte, une parenthèse enchantée dans l'histoire de la ville. La mémoire, c'est important dans l'histoire de la ville, même si elle n'est pas faite même si ce n'est pas physique, même si ce n'est pas matériel. Néanmoins, cette mémoire sera présente partiellement, je dirais, après la guerre. Donc, il y a quelque chose qui est réellement détruit. Il y a quelque chose qui est réellement détruit, non seulement dans la ville, mais dans ce que le Liban aurait pu devenir, quelque part, dans ces destructions physiques qui, encore une fois, comme vous pouvez le voir là, vont concerner plusieurs quartiers. 15 ans de guerre, il y a les accords de Taïf qui vont être signés, où on se remet tous ensemble pour reconstruire le Liban. C'est plantu, hein, c'est un peu coupé la source. Mais je trouve que ça résume bien l'état d'esprit de l'après-guerre. Et là aussi, troisième grande période de mutation concernant l'histoire de la ville de Beyrouth. C'est vraiment en associant la fin de l'Empire ottoman et le mandat français, en considérant que la deuxième partie, c'était la période de l'indépendance. Bien évidemment, on va voir la ville se transformer, mais on est dans une continuité de pensée. Néanmoins, la reconstruction du centre-ville, c'est une rupture quelque part. C'est une rupture parce qu'on change de paradigme complètement, on change de conception, l'outillage conceptuel, la grille, le mode de pensée va complètement se transformer, et nous allons voir pourquoi. Dans un premier temps, on est dans cet entrain de reconstruction de l'après-guerre. Les premiers modèles, les premiers projets, pardon, et non pas modèles, qui sont proposés pour la reconstruction du centre-ville sont bien loin de l'héritage, sont bien loin de l'histoire urbaine de la ville. Comme on peut le voir ici, il y a une grande avenue, des Champs-Élysées, des tours, etc. On est sur la mer. Ce projet, bien évidemment, ne sera pas retenu. On va revenir par certaines pressions, etc., sur la reconsidération du centre-ville tel qu'il était et une réhabilitation des bâtiments de ce centre-ville.
des bâtiments notamment emblématiques du centre-ville, de la place de l'Horloge, de certains bâtiments. Et j'insiste bien sur la question de la réhabilitation de certains bâtiments. C'est-à-dire qu'on retrouve bien évidemment des bâtiments qui datent depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle, qui sont réhabilités là. D'un point de vue architectural, c'est très bien fait. C'est pas là, la question n'est pas là, mais la question c'est de savoir quelle valeur cette réhabilitation porte en elle. Quelle valeur elle porte en elle et que devient Beyrouth de l'après-guerre, en fait. Que devient cette ville dans sa reconstruction. Peut-être ça, je vais peut-être le mettre ici. Donc, 1989, qui dit 1989 dit qu'on est dans un monde qui est désormais globalisé, en règle générale, indépendamment de Beyrouth. C'est le début de la mondialisation, etc. Qui dit 89, d'un point de vue des villes, dit dans une période où on va commencer à privatiser beaucoup de choses, beaucoup de services urbains, pour parler plus précisément. D'accord ? On a les PPP, les fameux, tous ces accords entre le privé et le public qui se mettent en place un peu partout dans le monde. Qui dit 1989, qui est la période des accords de Taïf, dit financiarisation des villes, indépendamment du Liban. On est dans quelque chose qui va commencer à concerner un peu les villes du monde entier. Donc là, on a affaire à une reconstruction. On est dans cette configuration-là mondiale. Et on a des accords qui ont été signés donc en Arabie Saoudite et un Premier ministre qui est un homme d'affaires, d'accord. Et on va voir que la reconstruction de Beyrouth, in fine, est tout à fait le miroir de ce qui se passe à la fois dans le monde et à l'échelle de Beyrouth, qui est symbolique de la paix qui est signée, in fine. Qui est le miroir de cette paix qui est signée dans tous les changements de paradigme de l'histoire de la ville. Alors, ces changements de paradigme, ils vont concerner quoi? Ils vont déjà concerner la question du rapport privé-public. Pourquoi? Parce que c'est une société dénommée solidaire, une société donc privée qui va une société foncière en quelque sorte qui va emprunter, par démontage, qui va emprunter le foncier pour reconstruire le centre-ville. Cette société implique des gens qui sont déjà elle implique déjà le Premier ministre, elle implique donc des acteurs politiques. Donc on a cette frontière entre le privé et le public qui va être complètement comment dire, complètement, je ne trouve pas le mot exact, mais oui, enfin, poreuse, des fois, ça peut être négatif, positif, mais c'est pour ça que j'ai cherché un mot qui, en tout cas, met en place une nouvelle manière de produire la ville. Ça, c'est sûr, parce que ce modèle-là va être aussi, on va essayer de le mettre en œuvre ailleurs. On va construire un centre-ville tourné vers quoi? On va dire, Beyrouth a toujours été au cœur des échanges entre l'Occident et l'Orient. Beyrouth a toujours été, enfin, ce que je vous ai pas dit, c'est les choses un peu qu'on a toujours dites au sujet de Beyrouth, Suisse de l'Orient pendant l'indépendance, etc. Donc, on va essayer de reconvoquer cette identité-là perdue de Beyrouth en disant ça va être un centre d'affaires, cette fois-ci tourné vers les pays pétroliers. Donc, centre d'affaires tourné vers les pays pétroliers, ça veut dire qu'on va, dans les réhabilitations des immeubles et dans les fonctions qui vont venir dans le centre-ville, ça va être complètement
orientés vers ces nouvelles destinations. Un vrai changement de paradigme. Donc, ce n'est plus le centre-ville multifonctionnel avec ses bazars et ses nouvelles constructions des années 50-60 où on avait qui était un croisement incontournable pour les habitants de Beyrouth et pas seulement, je dirais, pour les habitants du Liban. Ça devient un centre, quelque part, un centre d'affaires avec un foncier, avec des immeubles de luxe et des commerces de luxe, bien évidemment, et un tissu urbain qui n'est plus le même. Donc, on n'a plus les mêmes fonctions, on a les mêmes immeubles, mais on n'a plus les mêmes fonctions, c'est plus les mêmes destinations. Et ce n'est plus les mêmes usages. En sachant, pardon. Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas marqué les dates. Alors, les accords de Taïef, c'est 1989. Je pensais l'avoir mise, la date, pardon. À partir des années 90, commence le débat sur le centre-ville. Je veux dire, c'est un processus qui arrive suite aux accords de façon immédiate, suite aux accords. Et le centre-ville, c'est un processus qui va prendre plusieurs années, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez évaluer combien de temps il vous reste? Parce que je pense qu'il y aura des questions. Je peux aller très vite si vous voulez. Donc, je voulais juste introduire l'idée que c'est un autre Beyrouth qui se reconstruit avec beaucoup d'immeubles de luxe. Comme vous pouvez, là, on est un peu arrivé avec son yacht, etc. Je veux dire, on est dans quelque... Et ça se vend, enfin, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien dans un premier temps. Néanmoins, il y a de nouvelles problématiques qui vont émerger suite à cette période-là. Il y a de nouvelles problématiques de questionnement de l'espace public, par exemple. Où est l'espace public dans la ville? Qui le gère? Où est l'État? On va avoir, pour aller très très vite, on va avoir l'émergence progressivement, notamment depuis les dernières années, une sorte de prise en charge de l'émergence d'associations citoyennes, même si ça reste mineur, mais c'était des signaux faibles quelque part qui vont relativement prendre plus d'importance. Et tout cela, et cet optimisme-là, ces nouvelles problématiques, je ne vais pas rentrer dans tous les aspects financiers, bancaires, etc., mais la presse s'en est chargée récemment. Tous ces aspects-là, in fine, vont conduire à ce qui, fondamentalement, questionner la reconstruction de Beyrouth, à savoir, on a stabilisé la monnaie, mais ça n'a pas fonctionné. Les gens enfin, il y a une vraie crise économique qui va commencer à émerger progressivement, mais qui va connaître une explosion, je dirais, en 2019, par beaucoup de manifestations qui avaient des revendications, bien évidemment, comme toutes les revendications de pouvoir d'achat, mais pas seulement. Également, il y avait des revendications de remise en question du système confessionnel qui perdure, de remise en question de la captation quelque part du pouvoir décisionnel. Bon, moi, je vous ai parlé de la ville, mais on aurait pu aborder d'autres secteurs. Moi, je vous ai parlé de ce que je sais, ce qui concerne l'histoire de Beyrouth, mais d'autres secteurs sont bien évidemment concernés. C'est intéressant de voir, donc le centre de Beyrouth, ce qui moi m'intéresse en tant qu'urbaniste, c'est de voir que ce lieu emblématique va être immédiatement capté par les manifestations. C'est-à-dire que quelque part, le symbole de ce centre-ville
qui a porté à un moment donné une histoire forte de la ville, d'un vivre ensemble, etc. Et de nouveau capté comme étant, c'est comme ici quand il y a des manifestations, je veux dire, il y a des endroits symboliques dans la ville, et c'est intéressant de voir que là, ça a de nouveau porté ce symbole. Donc, vous voyez, je vais aller très, très vite. C'est la place des Martyrs parce que ce nom a été donné à l'indépendance du Liban. Donc, mais il n'y a pas que cette place-là. Je veux dire, j'aurais pu prendre des images, enfin, c'était noir de monde. Tout le centre-ville, voire au-delà des limites du centre-ville, était noir de monde. Pardon. Oui, enfin, les manifestations, des fois, arrivaient dépasser de loin. Donc, l'explosion du port, moi, je l'ai, enfin, la distance nous permet des fois, quand on regarde les choses, moi je l'ai vu de Paris, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, mais néanmoins, ça a été pour moi ça a été la manifestation de l'explosion de tout un pays. Et la manifestation de toute une ville, l'explosion de toute une ville. Je veux dire, c'était comme si quelque part, là aussi, ça symbolisait une incapacité enfin, ou plutôt ça symbolisait l'état des lieux, en quelque sorte. L'état des lieux, non seulement parce qu'on avait gardé des substances explosives, mais ça venait après de longues manifestations, ça venait après beaucoup de questionnements. L'émergence de ces ONG, de ces associations, de la société civile, elle s'accroissait bien évidemment, mais elle aussi, elle exprimait ce besoin de prendre en charge les choses, vu qu'on n'arrive plus à les régler autrement. Donc, c'est en effet, mais là, je veux dire, c'est une vraie catastrophe parce qu'on est dans une situation de crise économique, on est dans une situation de crise politique, on est dans une situation, enfin, c'était la crise de trop. C'était la crise de trop. Et ce qui est très intéressant, et j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'un colloque justement, et je vais le redire peut-être ici. On déplore l'absence de l'État. Le problème n'est pas là, bien évidemment. Bien évidemment, sans État qui régule, la société ne peut pas avancer. Néanmoins, ce que les ONG ont réussi à faire sur place, c'est ce que ici, nous, en urbanisme, nous sollicitons de tous nos voeux et que nous n'arrivons pas des fois à faire avec les habitants. C'est-à-dire, il y a eu une auto-organisation de la société civile pour prendre en charge les destructions. Avec bien sûr des financements qui ont été, avec des financements qui arrivaient de l'étranger, bien sûr, mais néanmoins, chacun y est allé de son propre savoir, de son propre savoir-faire, pour pouvoir reconstruire. Une mobilisation des associations de sauvegarde du patrimoine qui étaient déjà existantes, mais il pouvait y avoir des savoir-faire très simples. On a besoin d'un vitrier, on faisait appel, on avait des gens qui se mobilisaient pour reconstruire cette partie de la ville. Et en cela, dans le malheur de cette explosion, ça a été, je veux dire, il y a eu une exemplarité de ce qui a pu se faire, dans ce cadre-là. Je finirai par, hélas, une note bien triste, alors que Beyrouth, c'était le pays de la fête, la ville de la fête, etc., toute cette réputation, pour dire qu'il y a une explosion de la pauvreté actuellement au Liban, qui est complètement catastrophique. D'ailleurs, en arrivant un peu tôt, j'ai vu l'exposition qui est là, qui l'exprime en chiffres à cause de la dévaluation de la livre, etc. Mais c'est une situation qui est aussi tout à fait nouvelle pour le Liban. Merci. Merci bien. Merci. Alors, en 1810, la ville avait 7000 habitants. En 1845, elle passe à 27 000 habitants.
1900, on est à 130 000. À l'indépendance, on comptait pratiquement 1 million d'habitants à Beyrouth. Maintenant, je ne saurais pas vous dire parce qu'actuellement à Beyrouth, alors il y a aussi, j'ai passé outre l'arrivée des camps palestiniens, l'arrivée des réfugiés syriens, etc., etc. Donc maintenant, avec je pense qu'il doit y avoir au moins 2 millions d'habitants à Beyrouth actuellement. Pardon? Non, maintenant la population, elle est de 6 millions. Enfin, elle était de 3 millions au Liban, il n'y a pas de il n'y a pas de recensement de la population. Néanmoins, elle était de 3 millions dans les années 60-70, avec pratiquement un tiers de la population qui vivait à Beyrouth. Maintenant, elle est de 6 millions et je crois qu'il y a 2 millions de personnes qui vivent à Beyrouth. Est-ce que le système confessionnel a joué un rôle dans la reconstruction? Autrement dit, est-ce qu'il y a eu des spécificités architecturales liées au système confessionnel? Non, non, pas particulièrement. C'était vraiment la finance qui a pris le dessus et le secteur privé. Et généralement, la finance est au-dessus des systèmes confessionnels. Généralement, on est on est plus dans des convergences d'intérêts. De toute façon, oui, pardon. Même dans l'urbanisme, dans la planification des rues, ils ont quand même accentué les frontières entre les régions. Ça veut dire au centre-ville, là où ils ont détruit les rues, la séparation complète de Jemaïzé par rapport au centre-ville. Ils ont accentué les frontières, en fait. Oui. Enfin, de toute façon, déjà, avec la ligne de démarcation, comme je l'ai dit, on avait déjà une frontière qui a émergé pendant la guerre. Mais je ne pense pas qu'il y avait un objectif d'accentuation. Je pense que c'était que quand on relit tous les débats qu'il y a eu sur la reconstruction du centre-ville, et sur tous les modèles, parce que moi j'ai montré un projet, mais il y en a eu d'autres, il y a eu beaucoup de débats, d'ailleurs la presse, etc. Les intérêts étaient vraiment ailleurs. Je veux dire, il y avait pas cette... Mais la vérité, c'est que les régions sont séparées par ces grandes autoroutes. Absolument, ça c'est un fait, c'est pas discutable. Non, ça c'est un fait, c'est pas. Mais je veux dire, dans les concepts qui ont fondé la reconstruction du centre-ville, cela n'était pas en amont, c'est ce que je voulais dire. Mais sinon, bien évidemment, la ville a été scindée, et même moi qui suis d'un temps maintenant, quand je me rends des fois, enfin, après la reconstruction, etc., quand des fois j'allais à Beyrouth, j'étais étonnée de voir des jeunes étudiants en architecture, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de passer. Enfin, pour eux, il y avait l'Est et l'Ouest. Pour moi, qui ai grandi dans cette ville, qui ai eu l'occasion d'y rester jusqu'à la fin de mon lycée, presque, c'était pas du tout la vision, la représentation mentale que j'avais de la ville n'était pas celle-ci. Alors que pour les jeunes qui ont grandi pendant la guerre, la séparation était très claire, surtout au début de la période de la reconstruction, début des années 90, c'était très clair, il y avait l'Est et l'Ouest. Merci pour votre exposé. Est-ce que dans ce que vous aviez présenté, est-ce qu'il y a une représentation des couches sociales dans l'Est et l'Ouest? Et ils se situent comment par rapport au centre-ville? Est-ce qu'ils vont dans les montagnes, ceux qui en ont marre? Enfin, je ne sais pas comment ça marche. Par rapport à la période de la reconstruction? Oui. Alors, même un peu avant. Justement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Il faut revenir avant parce que géographiquement, les quartiers populaires se sont constitués au regard de l'exode qu'il y avait sur Beyrouth. Si on reprend la petite ceinture de Beyrouth par rapport à la frontière municipe, on a les quartiers les gens qui arrivent de la montagne vont bien évidemment s'installer à l'est de la ville et constituer les premiers quartiers populaires. Et ceux qui viennent du sud vont naturellement s'installer dans le sud. Donc, ces quartiers-là étaient déjà
indépendamment de la guerre, mais porter une sorte de concentration, d'origine, je dirais, qui bien évidemment, elle est aussi confessionnelle. Bien évidemment. Et ça va que s'accentuer pendant la guerre, c'est évident. Et après, ça devient des identités de lieux. Je veux dire, la banlieue sud, c'est la banlieue sud. La banlieue est de Beyrouth, elle est essentiellement chrétienne, etc. etc. Donc ça va bien évidemment cristalliser des identités de lieux. Mais les quartiers populaires vont se construire au fur et à mesure oui, pratiquement depuis le début de l'indépendance. Parce que le foncier était moins cher et parce qu'il y avait un grand exode, qu'il fallait construire vite tous ces immeubles à escalier, avec un escalier central donnant des paliers sur 2 appartements qui font les quartiers populaires, sont bien évidemment marqués par l'arrivée des populations qui elles-mêmes est issue de régions de confessions différentes. Quelles seraient, même si ça se reconstruit, les chances pour Beyrouth de retrouver une certaine place, sachant que quand même le centre culturel, politique, financier et urbaniste, c'est quand même complètement déplacé vers les pays du Golfe. Alors, je ne suis pas politologue. Néanmoins, je pense que l'erreur, c'était de ne pas avoir compris que Beyrouth n'était plus justement le Beyrouth de l'avant-guerre et de ne pas avoir compris ce qui était en train de se construire dans les pays du Golfe. Je veux dire, d'où cette erreur. Donc, le futur nous le dira. Je ne sais pas quel est le devenir de la ville, mais de toute façon, enfin, les exemples d'appauvrissement de population que d'autres pays ont connu ne nous laissent pas beaucoup d'optimisme sur le devenir de la ville, d'autant plus que le relais ne se fait plus du tout à cet endroit. Le relais est vraiment, c'est les pays du Golfe maintenant. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est très clair. Moi, j'ai des souvenirs très, très forts de Beyrouth tout de suite après la fin de la guerre civile. 93-94, j'ai passé beaucoup de temps à Beyrouth. Et là, on avait le centre-ville qui avait été complètement massacré par la guerre, était envahi par une végétation hallucinante qui poussait de partout, par les balcons, par terre. Les rues n'étaient pas plus des rues. Et c'était cette image très, très forte du centre-ville avec ces bâtiments fantômes envahis de magnifiques arbres fleurissants, etc. Et puis aujourd'hui, quand on va dans le même quartier, parce que là je parle vraiment la place de l'Étoile, là où il y a le Parlement, ces beaux bâtiments qui ont été reconstruits quand je suis retournée, donc bien des années après, c'est vrai que l'impression c'est bien fait. Oui, c'est ça, c'est très bien fait. C'est bien fait et c'est totalement sans âme. Exactement. Et c'était un espace de mixité sociale, le centre-ville, de circulation de marchandises, de magasins, de restaurants de toutes sortes, etc. avant. Et c'est devenu un lieu, il y a de luxe, même de extra luxe. Je pense que même les Champs-Élysées, c'est pas à ce niveau-là. Et du coup, très grandes enseignes de luxe. Il y a là non pas une question nécessairement, corrige-moi si je me trompe, il n'y a même pas une histoire confessionnelle là. Là, il y a la perte de la ville méditerranéenne alors il y a encore plein de petits restos, les gens qui ont les moyens d'aller manger là-bas, ils y vont, bien entendu, mais c'est totalement quelque chose qui n'a pas été reconstruit, puisque ça ne peut pas se reconstruire le passé, c'est d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il y a là, au-delà de la question communautaire, qui, moi, encore une fois, corrige-moi si je me trompe, puisque toi, tu habites là-bas, la dimension confessionnelle, moi, ça ne me dérange absolument pas, si je peux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est
Enfin, qui est une donnée géographique de la ville. Les chiites sont au sud, dans la banlieue sud, les sunnites sont au centre-ville, on peut dire, les sunnites riches, les chrétiens sont à l'est, etc. Mais ça, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est l'architecture n'est plus celle d'une ville méditerranéenne, de moins en moins, même si c'est bien fait, je veux Mais dire. c'est ce que j'ai dit. On a, de toute façon, le tissu urbain, déjà, ce n'est plus ni les mêmes fonctions, ni le même tissu urbain, ni les mêmes usages. Donc, ça ne pouvait absolument pas refléter ce qu'était ce cœur de ville précédemment, d'une part. D'autre part, c'est toute la mémoire. C'est ça la vraie question, c'est ça l'héritage immatériel qu'on a de cet endroit-là qui est devenu encore plus symptomatique qu'il ne l'était précédemment, parce qu'il a représenté cette ville méditerranéenne dans l'imaginaire collectif, on est d'accord. Il y a une question en ligne. Merci pour votre intervention. Pourrez-vous nous donner une définition de la modernité, des changements urbains, terme que vous avez souvent utilisé et qui est dans l'imaginaire collectif proche de l'occidentalisation et également du Beyrouth moderne des années 50-60. Il y a une deuxième question. Les éléments des 58 ont-ils eu des conséquences sur l'architecture urbaine? Bon, alors je vais commencer peut-être par alors, la modernisation, c'est le processus. C'est comme la patronisation, c'est le processus de moderniser. Alors, la modernité, c'est beaucoup de choses. On peut rapporter la modernité au XVIe siècle, hein, si on veut avoir un vaste. Mais moi, quand j'utilise le terme modernité, c'est au regard des grandes idées du mouvement moderne qui ont été mises en place au début du siècle, quand je parle d'architecture. Quand j'ai parlé de modernisation concernant l'Empire ottoman, j'aurais pu utiliser le terme occidentalisation, en fait. L'Empire ottoman va occidentaliser. Donc, vu que la modernité était portée par un modèle occidental, j'ai parlé de modernité. Donc, il y a dans modernité, j'ai convoqué le terme modernité dans ces deux compréhensions-là. Donc, à la fois en référence au mouvement moderne, à la fois en référence à l'occidentalisation des structures de l'Empire ottoman et à tous ces nouveaux paradigmes, à toutes ces nouvelles esthétiques aussi qui arrivaient par l'Occident de la ville moderne. Les événements de 58 ont-ils eu des conséquences sur l'architecture urbaine? Sur l'architecture urbaine, je ne pense pas, les événements de 58. Mais alors, peut-être dans une analyse géopolitique, on pourrait trouver les prémices de ce qui va devenir une géographie de guerre 20 ans plus tard, moins que 20 ans d'ailleurs, 15 ans plus tard. Mais dans l'immédiat après 58, non. Parce qu'on était vraiment encore une fois, dans cet imaginaire d'une ville porteuse d'immeubles avec toute d'avant-garde, je dirais, presque aussi de ce que l'architecture a mené à cette époque. Est-ce que dans l'architecture contemporaine, lorsqu'on reconstruit Beyrouth, on met des moyens pour adapter au réchauffement climatique, les constructions des bâtiments et tout? J'ai vu ça à Abu Dhabi avec une ville qui s'appelle Madar. Ça m'a beaucoup intéressé récemment. Est-ce qu'il y a une tentative pour faire ça à Beyrouth? Parce que vous avez dit que c'est une ville méditerranéenne, chaude. Voilà. Alors, en fait, c'est une très bonne question, parce qu'il faut profiter des moments de crise il faut saisir les moments de crise pour pouvoir amener de nouvelles idées. Donc, comme on est en crise absolue dans ce pays, sur tous les plans, c'est peut-être le moment d'innover, c'est peut-être le moment d'innover sur tous les plans. En fait, il y a eu une déclaration lors de la destruction liée à l'explosion. Il y a eu une vraie mobilisation des architectes, autour d'ailleurs de l'ordre des architectes du Liban, qui présidait à l'époque par Jatta Abed. Et il y a eu une sorte de charte de ce que
ce vers quoi, ça s'appelle la déclaration urbaine de Beyrouth. Mais c'est une sorte, oui, de grandes idées, ce vers quoi la reconstruction, et voire au-delà de la reconstruction, je dirais l'urbanisme, ce vers quoi l'urbanisme devrait s'orienter. Et il y a eu des projets présentés. Les projets présentés sont porteurs d'une dimension écologique. Il est question d'une coulée verte, il est question mais c'est des projets portés par des architectes et ce n'est pas des projets portés par une quelconque instance étatique. Donc, la réalisation est tout à fait aléatoire. Néanmoins, cette dimension est présente. Mais sur l'architecture, je ne saurais pas répondre parce que l'architecture relève vraiment du secteur privé. Donc, quelle est la dynamique des jeunes architectes actuellement sur place, je ne saurais pas dire. En tout cas, les étudiants que j'encadre en diplôme d'architecture libanais qui sont peut-être amenés à construire sur place sont très, très au fait de cette dimension-là. Je veux dire, c'est pas quelque chose, ils ne sont pas dans à un tel point qu'en les encadrant avec d'autres enseignants, on les ramène toujours à la faisabilité. Mais qui va financer si vous voulez faire telle ou telle architecture sur place? Comment vous allez faire? Dès à présent, on essaie de les mettre dans la réalité d'une situation, parce qu'encore une fois, c'est le secteur privé qui va porter la reconstruction. Néanmoins, il y a une vraie conscience, en tout cas dans le milieu professionnel. Et encore une fois, je pense qu'on devrait faire, maintenant les ONG, c'est aussi, c'est tout un monde les ONG, c'est pas une confiance absolue dans les ONG, mais dans je pense qu'il faut aussi faire confiance à la société civile, aux habitants, dans leur capacité à prendre en compte leur environnement. Il y a des choses qui émergent et je pense qu'elles peuvent être très intéressantes. Parler du privé, mais une ville, c'est une affaire commune, c'est une affaire de structure publique. L'eau, l'électricité, les transports urbains, les écoles, tout ça, c'est pas quelque chose qui s'invente. Alors, il faut bien un projet commun, il faut bien qu'un État ou qu'un semi-État, parce que, par exemple, que fait le Hezbollah pour ça? Ils s'occupent bien, eux, des services publics. Bien évidemment, de toute façon, il se substitue à la carence, à l'absence de la prise en charge. Mais je veux dire, la nature de l'État, on peut toujours le revendiquer, mais s'il n'est pas là, il faut bien… Je n'ai pas dit que la société civile pouvait à elle seule remplacer l'absence de l'État. Néanmoins, je dis que dans l'espoir d'un État qui prendrait ses fonctions en main, les habitants, tout simplement, pourraient aussi, ils pourraient largement contribuer à prendre en charge leur environnement. Et ils ne sont pas dupes de cela. Je veux dire, ils sont tout à fait capables, je pense, de savoir que bien évidemment, il y a d'autres moyens d'accéder peut-être à l'électricité parce que je l'avais écrit dans mes notes, puis je n'ai pas voulu m'attarder sur le système des PPP, sur le système de l'articulation privée-publique au Liban. Je veux dire, c'est très simple. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Si on ne passe pas par le privé, on ne peut pas y arriver. Je veux dire, tous les services urbains passent par le privé, de toute façon, avec des débats politiques qui n'en finissent pas. Donc, on n'est pas dans un cas de figure d'un État régulateur, on n'est pas dans où on va discuter, où on met la jauge d'un État plus ou moins libéral ou plus ou moins… On est dans un État où les choses ne fonctionnent qu'avec le secteur privé. Et c'est pour ça, je dis, et je redis, et je le pense vraiment très fort, que faire confiance à la société civile, c'est, je pense, une perspective pour améliorer les choses, tout en considérant la nécessité d'un État. Mais ça, on ne peut pas l'inventer. Le secteur privé, comme vous y revenez beaucoup, c'est qui?
C'est des Libanais, c'est des capitaux autres? C'est tout, ça va non, mais ça va des petits, d'un petit système D qui va fournir, enfin, c'est vraiment plusieurs échelles de l'économie. Le secteur privé, c'est de grands capitaux, bien évidemment, c'est de grands capitaux au regard d'accords politiques, etc. C'est aussi des fournisseurs de générateurs, je cherchais le mot, j'avais des petits fournisseurs de générateurs dans un quartier qui ont réussi à en acheter 4-5 et qui arrivent à… Les générateurs, c'est le système qui est mis en place quand l'État ne fournit pas l'électricité pour compenser cette incapacité de fournir… Voilà, on va faire appel aux générateurs qui sont des petits privés. Donc, on a vraiment plusieurs échelles de privés qui interviennent dans le domaine des secteurs publics. Rien que ça. Merci à vous. Merci. On en reste là Merci pour le bien. moment. Merci.